Bonjour à tous. Cette semaine, à la une de l'Hebdo Région, le Big Bang de l'emploi qui revient pour sa 2e édition. Ce salon est dédié à l'orientation, mais aussi à la recherche de nouveaux postes. Il est organisé par la région. La première étape, c'est ce week-end à La Roche-sur-Yon. Et nous allons dans un instant pour retrouver Christelle Morancet, la présidente des Pays de la Loire, et notre invitée cette semaine. Et puis, les journées du patrimoine se déroulent en ce moment. Mais le patrimoine, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la question qu'on pourra se poser. Alors que le circuit des 24 heures du Mans a été élu monument préféré des Français, nous ferons aussi le tour des lauréats du loto du patrimoine dans la région. Bienvenue dans votre Hebdo Région, le magazine préparé par les rédactions de RCF et de Radio Fidélité en Pays de la Loire. L'Hebdo Région sur RCF et Radio Fidélité au Berry Métro. Le Big Bang de l'emploi revient pour sa 2e édition. Ça a lieu du 20 septembre au 19 octobre. Ça va faire étape dans toutes les préfectures de notre région. Et pour en parler, on est avec la présidente des Pays de la Loire. Bonjour Christelle Morancet. Bonjour. On va reparler de ce Big Bang de l'emploi, de la situation de l'emploi dans notre région. Mais au vu de l'actualité, je suis obligée de vous poser cette question. Nos confrères de Ouest France ont annoncé ce vendredi que vous auriez refusé un ministère dans le gouvernement de Michel Barnier. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez, j'ai aucun commentaire à faire sur cette question. Je suis là aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour parler du Big Bang de l'emploi, pour parler de jeunesse, pour parler de toutes les actions qu'on va mettre en place justement dans la région pour justement être la première région du plein emploi. La première région du plein emploi, vous êtes dans le département du plein emploi puisqu'on est ici à La Roche-sur-Yon. Vous y faites une première étape. Après une première édition qui avait été un peu compliquée, le temps avait fait que le salon avait dû être annulé l'année dernière parce qu'il y a une grande roue, on va en reparler. Comment est-ce qu'elle s'annonce cette nouvelle édition ? Écoutez, c'est vrai que c'est la 2e édition qui a lieu et donc première édition ici pour La Roche-sur-Yon. Malheureusement, en raison des contraintes météo, on n'avait pas pu réaliser ici en Vendée. C'est un grand moment de rassemblement. Je vois l'année dernière, on avait des familles, on avait des jeunes, des demandeurs d'emploi. Je pense que là, cette 2e édition s'annonce dans le même rythme. Je viens d'arriver ici à La Roche-sur-Yon. Il y a du monde de partout. Je crois qu'il y a plus de 600 jeunes qui sont déjà présents ce matin. Je pense que c'est aussi un moment important, cette rentrée aussi scolaire, pour commencer aussi à avoir un regard pour les jeunes sur leur orientation, parce que vous le savez, pour moi c'est quelque chose d'important d'ouvrir ce champ des possibles pour les jeunes, et puis aussi créer aussi cette rencontre entre les demandeurs d'emploi et puis les entreprises qui sont sur le territoire et qui recrutent. Il y a 3 visées à ce Big Bang de l'emploi. Il y a l'orientation avec les jeunes, il y a la recherche d'emploi, il y a aussi tous des parcours immersifs pour découvrir des nouveaux métiers. Ça brasse extrêmement large. On va y aller dans l'ordre. L'orientation, les jeunes, vous le disiez, 600 jeunes qui sont là dehors à La Roche-sur-Yon. On leur propose quoi de différent par rapport au salon qu'il peut y avoir en mars, avril, au moment où il faut se décider pour Parcoursup? Moi, l'orientation, encore une fois, c'est une priorité. On aura l'occasion d'ailleurs dans l'année qui arrive de faire de nouvelles propositions, ouvrir ce champ des possibles. Il n'y a pas une seule voie. Moi, je suis très attachée, vous le savez, à l'apprentissage, la voie professionnelle. On a été aussi une des régions aux côtés de l'État à se lancer dans cette réforme technologique générale. Qu'importe la voie d'un jeune, l'objectif, c'est vraiment qu'il trouve son épanouissement dans sa formation. Et l'orientation, je veux que ça soit quelque chose aussi qui corresponde à la jeunesse d'aujourd'hui, quelque chose de moderne, d'innovant, beaucoup aussi sur le numérique. Il y a des immersions aussi dans les métiers avec des casques à réalité virtuelle. On a aussi les orientibus qui sont présents, vous savez, qui sillonnent l'ensemble de nos 5 départements. Mais là, on a 2 orientibus où vous avez aussi des questionnaires, pas mal de numérique aussi, puis des personnes qui sont là pour les accompagner, répondre à leurs questions. Et je pense que ce qui est important aussi pour les jeunes, c'est qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes qui suivent des formations, qui sont au début de leur vie professionnelle, parce que un jeune qui parle à un jeune, c'est complètement différent. Je pense qu'il y a aussi ça enlève un petit peu le stress pour certains, et je pense que ça c'est important. Et j'essaye de pousser ça, et notamment sur cette 2e édition, puisque j'ai incité aussi pas mal de jeunes à venir, à être présents pour parler justement de leur voie, de leur orientation. Je pense la semaine dernière, j'ai rencontré une jeune fille qui était dans des métiers plutôt, dans une formation plutôt masculine sur l'électronique. Et là, je lui ai dit, mais venez au Big Bang de l'emploi, parlez, pourquoi vous avez choisi cette voie. Je pense qu'il faut changer le regard sur certaines formations et puis pousser certaines femmes vers d'autres formations. Depuis 2017, c'est vrai que vous avez mis l'alternance au cœur de votre mandat. Vous en parlez très régulièrement. Au début,
vous étiez pas trop entendu. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est un peu devenu la voie royale, l'alternance. En tout cas, nous, par exemple, dans nos radios, on reçoit des demandes d'alternance toutes les semaines. Comment est-ce que vous expliquez cette bascule? Je pense que on en parle aussi différemment. C'est vraiment de montrer que c'est pas une voie de garage. Trop souvent, et ça fait peut-être 40 ans, c'est tu as pas de bonnes notes à l'école, tu vas faire l'apprentissage. Non, non et non. Vous le savez, pour moi, c'est vraiment un combat. C'est une véritable voie d'excellence vers l'emploi. Il y a des belles réussites. Ça va du niveau de CAP jusqu'au niveau au niveau d'ingénieur. Et ça a été, c'est vrai, un combat sur le mandat précédent avec notre plan de relance. On a été la première région à porter l'apprentissage et à avoir en nombre d'apprentis. Et je pense qu'il y a un autre regard. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de témoignages qui ont fait changer les choses. Il y a encore beaucoup de travail parce que ça reste encore, notamment post troisième, encore voilà, il y a encore quelques clichés. Mais c'est à nous de continuer à porter ce beau combat. Encore une fois, les témoignages que je peux voir, les rencontres que je peux voir, c'est des parcours juste exceptionnels. Voilà, des jeunes qui ont commencé par un CAP, qui finissent ingénieurs ou même pas un bac pro, et puis vous les voyez aujourd'hui, voilà, les meilleurs apprentis, les World Skills mondiales qui ont eu lieu la semaine dernière à Lyon. Voilà, ce sont aussi des apprentis de notre région et qui font aussi cette belle filière d'excellence et qu'on doit continuer à accompagner et valoriser. L'autre axe de ce Big Bang de l'emploi, c'est pour des gens un peu plus vieux. On est sur de la recherche d'emploi. On est sur une situation très disparate entre nos 5 départements. Ici en Vendée, on a quasiment le plein emploi. C'est pas forcément le cas en Mayenne et en Sarthe. Comment est-ce que c'est abordé dans ce Big Bang de l'emploi, qui est un format qui va se déplacer dans tous les départements? Alors c'est vrai qu'ici en Vendée le taux de chômage est très faible, mais la Mayenne également. Je crois que c'est même le département où le taux de chômage est le plus faible. Mais j'ai envie de dire qu'importe, sur les 5 départements, nous sommes la région avec le taux de chômage le plus faible. Mais quels que soient les départements, la difficulté est très présente pour nos entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises peinent à recruter, que ce soit les artisans, les commerçants, les TPE, même les grands groupes. Quelles que soient les filières, avant on disait il y a tel secteur d'activité qui est plus en tension. Aujourd'hui, c'est partout. Même aujourd'hui, dans la fonction publique, on peine à recruter. Donc l'objectif, vraiment, on a créé nosemplois.fr, que je veux que ce soit vraiment le site de référence pour trouver un emploi. Et puis, on a également la formation avec un emploi, une formation où on part du besoin des entreprises. Et puis, le Big Bang de l'emploi aujourd'hui, pour faire se rencontrer aussi les entreprises et les demandeurs d'emploi sur un territoire. Quelquefois, ils sont sur un même territoire, ils ne se connaissent pas. Donc, susciter la rencontre. Et là aussi, de sortir un petit peu des sentiers battus, puisqu'on a des recrutements, des entretiens d'embauche qui se font avec une grande roue. Donc, c'est plutôt innovant. Puis, ça enlève un petit peu les tensions. Et puis, vraiment, cet enjeu aussi de reconversion, parce qu'on fera plus le même métier pendant toute une vie. Et donc là aussi, c'est ouvrir ce champ des possibles et faire découvrir les métiers et changer le regard de certains métiers. Vous avez pour cela des entreprises locales. Il y en a 120 à La Roche-sur-Yon. Il y en aura 120 en Loire-Atlantique qui seront locales, en Sarthe, en Maine-et-Loire, en Mayenne. Il y a aussi des entreprises qui seront là à chaque fois, des gros groupes. Comment est-ce que vous les avez choisis? Ils sont une trentaine. Alors ce sont nos partenaires. On a des partenaires qui nous ont accompagnés sur la première édition qui continue. Et puis je pense que la première édition a eu un bon écho. Donc on a eu pas mal de sollicitations. Et ce qui prouve encore une fois, on voulait avoir ces partenaires au niveau régional sur l'ensemble des 5 déplacements, mais aussi de faire vraiment du local, territoire par territoire. Et ça, c'est tout le travail des équipes qui a été fait, notamment de l'agence Solution & Co, qui est notre agence de développement. Mais on a eu pas mal aussi de sollicitations parce qu'encore une fois, c'est un enjeu de développement de nos entreprises, de compétitivité. Et il y a vraiment une attente très forte de nos entreprises. Donc vraiment, cet événement, il est bien évidemment pour les jeunes, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion et aussi et surtout nos entreprises qui font la dynamique de notre région. Parmi les portefeuilles de la région, il y a une partie qui concerne la formation, il y a les lycées, il y a d'autres formations qui sont concernées. On entend aussi nos entrepreneurs nous dire que parfois la formation, elle correspond pas tout à fait aux métiers qui sont en tension. Là, qu'est-ce qu'on leur répond quand on est présidente de région? Eh bien, c'est tout le travail que nous faisons, notamment dans la réforme du lycée professionnel, donc le travail engagé avec la rectrice, faire en sorte aussi que sur les ouvertures et fermetures sur l'ensemble de nos établissements, qu'il y ait une vraie dynamique, c'est-à-dire de faire des formations qui correspondent
aux besoins d'un territoire. Et éviter aussi que tous les établissements fassent la même chose, que ce soit les CFA, les lycées publics, les lycées privés. Essayer de mutualiser aussi les plateaux techniques et d'être en lien avec le monde économique. Moi, c'est vraiment un combat de faire en sorte qu'il n'y a pas d'un côté le monde académique et de l'autre côté le monde économique, que ce soit pour le lycée, mais également post-bac. J'étais il y a 15 jours à inaugurer un bâtiment à l'université du Mans. C'est exactement le discours que je porte et on le voit à l'international. Notamment, j'ai eu l'occasion de faire un déplacement aux États-Unis il y a quelques mois. Les universités, elles sont basées donc au cœur et toutes les entreprises veulent vraiment s'implanter à côté de l'université. Et donc ça, c'est le travail que je veux porter moi dans la région, de faire en sorte que le monde académique et le monde économique, ça soit vraiment lié et qu'on travaille ensemble. Et c'est tout l'enjeu aussi du campus des énergies qu'on est en train de travailler avec l'ensemble des entreprises et l'éducation nationale. Ça crispe un peu en France quand on dit que les entreprises vont rentrer dans le monde de l'éducation. Mais oui, mais ça c'est exactement le même sujet que tout à l'heure avec l'apprentissage. Ce sont des idées reçues et il faut arrêter. Il faut vraiment, je pense que les uns et les autres peuvent apporter. Et on voit bien l'objectif, c'est quoi ? C'est dans la formation, que ce soit de la formation initiale ou continue, l'objectif c'est d'aller vers l'emploi. Et donc il faut vraiment créer plus de liens. Et puis encore une fois, sur les plateaux techniques, je pense qu'il y a l'association du public et du privé, elle a beaucoup de force. Et surtout dans un contexte budgétaire qui va être de plus en plus difficile. Donc je pense qu'il faut vraiment unir nos forces, encore une fois, dans l'intérêt de la jeunesse et dans l'intérêt de l'emploi. Unir les forces, casser les codes, c'est un peu votre marque de fabrique, Christelle Morancet. On le voit aussi ici sur ce Big Bang de l'emploi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les entretiens d'embauche, ils se font en l'air, dans une grande roue. Faut pas avoir le vertige. Qu'est-ce que ça apporte de plus du retour que vous avez eu de l'édition précédente ? L'année dernière, j'avais eu l'occasion de participer justement à un entretien dans cette grande roue. Et j'ai interrogé, que ce soit l'employeur ou la personne qui était en recherche d'emploi. Ça enlève, vous savez, c'est un moment toujours un peu stressant. Voilà, les entretiens, est-ce que je vais être à la hauteur ? Donc là, vous êtes dans un environnement complètement différent, et donc ça permet d'être plus à l'aise, de créer aussi des moments de convivialité, parce que encore une fois, c'est un entretien, c'est aussi une rencontre. Et je pense qu'entre l'entreprise et son futur salarié, et je pense qu'il faut créer toutes les bonnes conditions, et puis sortir un peu des sentiers battus. Vous l'avez dit, moi, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Et ce Big Bang de l'emploi, moi, je voulais sortir un peu des salons classiques de l'emploi, à savoir, souvent je me dis, la table haute, le kakémono derrière, le tube Nemo. Non, il faut aussi créer... et la fiche métier. Et la fiche métier. Non, aujourd'hui, on est dans le monde du numérique, avec pas mal d'innovations. On va le voir tout à l'heure au moment de la visite. Il y a des choses exceptionnelles, et ça permet d'avoir un autre regard et vraiment de sortir des sentiers battus. C'est en tout cas mon leitmotiv au quotidien. On va fêter les journées du patrimoine ce week-end, Christelle Morancet, dans toute la région. Et notre région, elle a brillé, là, il y a quelques jours, puisque le monument préféré des Français est pour la première fois chez nous, en Pays de la Loire. C'est le circuit des 24 heures du Mans. Quelle réaction vous avez eue, vous, en tant que présidente, puis en tant aussi que sartoise, quand vous avez vu ce résultat ? Écoutez, la présidente de région et surtout la Mancelle que je suis, elle est bien évidemment très très heureuse. Non, c'est une bonne nouvelle pour la région des Pays de la Loire, pour la Sarthe, pour le Mans. Et c'est surtout aussi une belle mise en lumière de ce qui se passe aussi sur ce circuit. C'est vrai que l'automobile est un peu aujourd'hui décrié. Moi, je suis natif du Mans. Je participe tous les ans aux 24 heures du Mans. Et on le voit bien, c'est une grande fête populaire. Et je pense que ça, c'est aussi le symbole de cette récompense, dans un contexte un peu tendu, montrer ce rassemblement, cette unité. En tout cas, je suis très, très heureuse. On parle d'héritage des JO. Il y a ça aussi quelque part au Mans. Ça fait plus de 100 ans maintenant que des centaines de milliers de personnes viennent chaque année pour se réunir pour cette passion de l'automobile. Oui, c'est vraiment un moment fort. C'est la ville bascule totalement pendant cette semaine. On a même l'impression, un peu comme la période des JO, que le monde s'arrête. Et voilà, il y a cette unité, ce rassemblement, les gens heureux avec des sourires. Enfin, moi, c'est ce que je prône, et je pense qu'on a besoin aussi de retrouver un peu d'unité, d'union, de rassemblement, des moments de joie, des moments de partage. Je trouve qu'on les perd un petit peu, et donc ces moments-là, c'est des grands moments. Des moments forts comme les JO, je pense que, et ça, faut qu'on les préserve. C'est en tout cas mon quotidien également.
Le directeur du circuit des 24 heures va nous rejoindre dans un instant dans la suite de cette hebdo-région. Merci Christelle Morancet d'avoir été avec nous pour nous présenter ce Big Bang de l'emploi. La première étape, c'est donc ce week-end à La Roche-sur-Yon. Vous serez les 27 et 28 à Angers, les 4 et 5 octobre à Laval, les 11 et 12 octobre à Nantes et les 18 et 19 octobre au Mans. C'est un vrai marathon que vous êtes en train de faire pour ce Big Bang de l'emploi. Rappelons quand même les conditions d'accès pour ce Big Bang de l'emploi qui peut venir comment ? Mais écoutez, c'est donc le vendredi et le samedi, c'est ouvert à tout le monde et c'est surtout gratuit. Donc c'est vrai que le vendredi, on a plutôt des établissements scolaires et puis le samedi, voilà, c'est les familles qui viennent, les personnes en recherche d'emploi, en reconversion. Mais encore une fois, c'est un événement totalement gratuit. Toutes les infos, elles sont disponibles sur le site internet du Big Bang de l'emploi. Merci Christelle Morancet, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. L'hebdo-région sur RCF et Radio Fidélité, Aubéry Métro. On en parlait il y a quelques secondes avec la présidente de notre région. Le circuit des 24 heures du Mans a été élu monument préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern sur France 3. Il s'impose devant le château de Fontainebleau ou encore le Beffroi de Douai. Alors vous vous êtes peut-être demandé ce qu'un circuit automobile faisait dans ce classement. Eh bien c'est parce qu'il fait aussi partie du patrimoine selon Fabrice Bourrigaud. C'est le directeur du musée des 24 heures du Mans. C'est un monument qu'on pourrait qualifier d'atypique peut-être pour certains, car on associe souvent plus cela à effectivement des vieilles pierres et des choses qui ont traversé les âges et les siècles. Mais c'est un monument, ne serait-ce que par déjà deux grands attributs. Le premier, c'est que le circuit est connu dans le monde entier, des États-Unis au Japon. Il est identifié, il est reconnaissable, il raconte des histoires à tout un tas de publics où qu'ils habitent sur la planète. Vous le savez, nous faisons 1 million de spectateurs sur nos différentes épreuves avec un gros leadership des 24 heures. Mais en dehors de cela, tout au long de l'année, c'est un circuit qui vit. Et avec le musée en particulier, nous accueillons plus de 200 000 visiteurs. Et puis deuxièmement, il fait la fierté des gens d'ici. Alors certes, il n'y a pas que ça, et heureusement au Mans et dans la Sarthe, mais le circuit, c'est comme quelqu'un qui vit au bord de la mer et qui se raconte des histoires de marins. J'aime souvent dire ça. Bien, au Mans, on se raconte des histoires de 24 heures. Et ce circuit, c'est une fierté pour les gens d'ici. Cette émission de Stéphane Bern, elle s'inscrit dans une volonté de valorisation du patrimoine marquée par le fameux loto de la Française des Jeux. Les bénéfices des tirages du mois de septembre sont dispatchés entre les différents sites dits en péril. Ils sont sélectionnés par la Fondation de France et il y en a un par département. Dans notre région, il y a le château de Machecou pour la Loire-Atlantique, le Moulin des Guets pour la Mayenne, le centre historique de Bélier en Sarthe et le château de la Citardière à Mervan en Vendée. Et pour le Maine-et-Loire, eh bien, ce sont les jardins suspendus du presbytère de Denay qui ont été retenus. Et Florian Pérez, c'est sûr qu'il y a du travail de rénovation à faire là-bas. Ah oui, effectivement, Aubéry. Alors, Denay, c'est une petite commune située au sud d'Angers. Son presbytère a été construit en 1766, mais pour le jardin, la question se pose toujours. Un jardin suspendu qui, en tout cas, largement perdu de sa grâce. Avec le temps, la végétation a caché et abîmé les murs de ce jardin construit en terrasse. Nous nous sommes rendus sur place pour constater les dégâts avec en guise de guide les propriétaires du lieu, Caroline et Gilles de Navassel. Alors, imaginez-vous un petit portail qui vous amène vers le jardin. Un jardin en pente avec pour y circuler un chemin en zigzag, on va dire, qu'il traverse. Et le constat est rapide, si les premiers murs sont en bon état, plus on descend, plus la situation devient critique. Ça commence à tomber là, ici, vous voyez. Vous voyez bien ce mur qui est complètement éboulé, dans lequel il y avait des racines d'arbres qu'on a retirées, ce qui explique sa situation actuelle. Il fallait enlever toute cette mauvaise végétation pour pouvoir analyser le terrain. Et en fait, les arbres qui sont là, ils ont poussé par hasard. Je crois que, par exemple, ce petit cèdre-là, moi je l'aimais bien, c'est parce que c'est ce qu'on avait de mieux. Mais en fait, je crois qu'ils veulent l'enlever. Parce que vous voyez maintenant, c'est un jardin qui a poussé au hasard. Et un jardin qui pousse au hasard, ça ne fait pas partie de l'histoire du lieu. Il faut qu'il soit, je crois, qui ressemble vraiment à ce qu'il a pu être à l'origine. Voilà. L'idée, c'est de restituer les jardins comme ils étaient. Car en effet, il va falloir tout recréer. Nous sommes ici dans ce qui sera le futur potager. Il y a du reste le verger avec ses pommiers, il y a aussi des poiriers. Et donc l'idée, c'est aussi de le restituer et de recréer tout ça comme c'était autrefois. Et puis la terrasse auquel nous allons parvenir, qui est juste au-dessus, sera celle où on mettra les plantes médicinales. On va emprunter un escalier en pierre, là, sous la voûte. Et ici, les plantes médicinales ont sans doute été incontournables. On sait que c'est typiquement ce qu'il y avait dans les jardins de curés, puisque le curé prenait en charge des familles. Il y avait
je crois, une 60aine de familles qui étaient aidées par la cure de Denay. Et donc, typiquement, quand les gens étaient malades, je pense qu'ils venaient voir le curé et qu'il leur donnait des plantes pour essayer de se guérir. On va être conseillé pour savoir quelles plantes on peut remettre ici et comment on peut restituer ce qui avait probablement été à l'origine. Si les propriétaires réussissent à rénover les jardins suspendus du presbytère de Denay, le lieu sera rouvert au public. Les travaux pourraient coûter environ 500 000 € selon les premières estimations. Merci Florian. Alors cette mission Berne, elle est symbolisée, on l'a entendu, par ce loto du patrimoine, mais aussi par ces fameux tickets à gratter mis en vente 15 €. Ils sont à l'effigie de ce qu'on appelle des monuments remarquables. Cette année, c'est la piscine Alexandre Brault de Vallon-de-l'Erdre qui représente notre région, c'est en Loire-Atlantique. La Fondation du patrimoine vient d'annoncer qu'elle allait verser 340 000 € de dotation pour permettre entre autres la réhabilitation des mosaïques du fond du bassin et de la façade du côté rue. En 2018, souvenez-vous, lors de la première édition de ces tickets à gratter, c'était la rotonde de Montabon dans le Sud-Sarthe qui avait été choisie, un site ferroviaire très rare. 480 000 € ont depuis été versés par la Fondation du patrimoine à l'association pour qu'elle puisse refaire toute la toiture du site. Et c'est chose faite, Bruno Duru est le président de l'association des passionnés qui gère le site. Alors donc, hormis le fait que, du coup, notre bâtiment maintenant, il est pérenne, hein, on a 50 ans devant nous maintenant, hein, il est hors d'eau, hors d'air et tout, donc c'est bon. Là, de ce côté-là, on est tranquille. Mais ça a été un boom médiatique assez extraordinaire. Comme c'était le premier loto du patrimoine, évidemment, toute la presse s'est emparée de l'événement, et comme on n'était que 18 sites choisis. Eh bien, on s'est partagé les honneurs de la presse. On a eu de la presse de tous les côtés. On est passé aux États-Unis. On est passé, un truc incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Alors, cette rotonde de Montabon, on peut la visiter tous les après-midi pour y admirer notamment une vingtaine de locomotives ou de machines dans un cadre qui reste le même qu'aux grandes heures du train à vapeur. C'est une autre bonne nouvelle pour la conservation du patrimoine religieux. Cette fois, 11,7 millions d'euros ont été collectés, toujours par la Fondation du patrimoine. C'est le bilan du grand plan qui a été lancé il y a 1 an par Emmanuel Macron pour sauvegarder les calvaires et les églises de nos villages. En Vendée, par exemple, l'église de Château-Guibert va bénéficier d'une dotation. Elle est fermée au public depuis presque 6 ans à cause de la fragilité des voûtes. Et en parallèle de ce projet de restauration, Fabrice Hibert va réaliser une œuvre artistique monumentale. Ça va concerner les murs, les vitraux, le sol et les voûtes de l'édifice. L'artiste plasticien est originaire de Château-Guibert. Dans cette hebdo-région, on prend maintenant la direction de Nantes où l'événement de ces journées du patrimoine, c'est la réouverture du musée d'Aubray. Cela fait 10 ans qu'il était fermé à cause de travaux, un chantier de plus de 50 millions d'euros et il sera accessible donc gratuitement pour la première fois au public tout le week-end, Simon Marty, et ça vaut le détour. Et ça sera surtout au Bury l'occasion de pouvoir explorer les 2400 objets exposés, et il y en aura pour tous les goûts, en allant de haches polies à un sarcophage égyptien ou encore des vases Art Nouveau. Un musée qui a fait le choix de la diversité, surtout de la curiosité, comme nous le raconte Julie Pellegrin, c'est la directrice du musée d'Aubray. Le musée d'Aubray, c'est un musée, on va rire un peu, un musée curieux. C'est un musée dont les collections ont été rassemblées par des curieux, et c'est un musée pour les curieux. Et la seule compétence qu'il faut pour venir au musée d'Aubray, c'est sa curiosité. Le lieu se veut aussi accessible, mais surtout compréhensible par le plus grand nombre. Et pour ce faire, ils n'ont pas hésité à concevoir une scénographie qui place le spectateur comme un véritable acteur, tout en préservant, pour Julie Pellegrin, la beauté de chaque œuvre. On a essayé de présenter, de magnifier les collections et de faire toujours allusion à ce 19e et début du 20e siècle qui était l'époque de d'Aubray qui meurt à la toute fin du 19e siècle. Et enfin, on a abordé chaque œuvre de façon polysémique, c'est-à-dire que vous rentrez dans une salle, vous allez d'abord spontanément voir les œuvres. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, vous passez à autre chose. Si ça vous plaît, vous vous arrêtez où vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de circuit imposé. Vous vous arrêtez et là, vous pouvez prendre le temps de contempler l'œuvre individuellement. Et ensuite, vous allez avoir des explications, vous vous retournez. On a mis devant les fenêtres des grandes tables de médiation. Vous pouvez vous asseoir, être tranquille, dessiner cette œuvre qui vous a fasciné, lire à propos de cette œuvre qui vous a fasciné, puisqu'il y a plein d'explications, avoir un petit multimédia d'animation, toucher une reproduction de cette œuvre. Voilà, on a imaginé beaucoup de dispositifs
Ou écouter par exemple avec un compagnon de visite un récit autour de cette œuvre. Donc on a fait plein d'approches différentes pour une même œuvre qui vous permet de choisir celle que vous préférez. Des approches variées et qui vont aussi parler aux plus jeunes. Durant ces journées du patrimoine, ça sera l'occasion de flâner dans les jardins et de s'amuser par la même occasion. Évidemment, ça n'a pas encore beaucoup poussé, mais se déploieront des roses, ces roses si chères à Thomas Dobré. Et puis au centre, c'est un jardin d'acclimatation avec une inspiration anglo-normande parce que la famille Dobré est originaire de Guernesey. Un jardin qui sera ce week-end au centre de l'attention avec des visites thématiques de 15 minutes qui vous feront découvrir l'histoire des façades de style anglo-normand ou encore une rencontre avec les animaux du jardin imaginés et dessinés par Thomas Dobré. Pour cette première édition des Journées du patrimoine au musée Dobré, celui-ci vous accueille gratuitement de 10h à 18h jusqu'à dimanche. Alors ça, c'est pour le patrimoine artistique et le patrimoine bâti, mais en Mayenne, c'est le patrimoine scientifique qui est mis en valeur pour ces journées du patrimoine. Et pour cela, le Zoom de Laval et la compagnie Artémise organisent une grande montée des marches des femmes scientifiques oubliées ou effacées de l'histoire. Leur contribution a fait avancer la science de façon médicale ou encore technologique et elles seront donc mises à l'honneur pendant tout ce week-end, Isabelle Rupin. Parmi ces femmes, dont les noms ne sont pas restés en effet dans nos mémoires, Ada Lovelace, elle s'est intéressée à une machine analytique, donc l'ancêtre de l'ordinateur en fait, et puis elle a écrit un algorithme qui est l'ancêtre aujourd'hui du programme informatique qu'on connaît. Je peux vous citer aussi Mary Anning, qui est une chercheuse de fossiles, une paléontologue britannique. Mary Jackson, qui est mathématicienne et ingénieure américaine dans le domaine de l'aérospatial, par exemple. Et puis Esther Lederberg, peut-être, dont vous en avez peut-être entendu parler, qui est microbiologiste américaine. Et l'explication de cette mise en ombre des femmes a même été théorisée. C'est l'effet Matilda. Ça a été théorisé par Margaret Rossiter. C'est lorsqu'on invisibilise la contribution des femmes à la recherche scientifique au profit de leurs collègues masculins. Ça peut aller du vol de leurs travaux, de la minimisation de leurs découvertes ou du déni de leur rôle dans le domaine scientifique. Donc il y a tout cet effet Matilda et donc c'est pour ça que ce week-end on a envie de les mettre en valeur, elles et leur travail. Et si vous voulez assister à cette grande montée des marches des femmes scientifiques oubliées, vous pouvez donc vous rendre samedi et dimanche après-midi au Zoom de Laval. Merci Isabelle Rupin. Pour avoir toutes les idées de sortie, ce qu'il y a à visiter près de chez vous, rendez-vous sur le site internet des Journées du patrimoine. Vous allez trouver une liste de tout ce qui est ouvert. Vous pourrez notamment visiter les évêchés de nos différents diocèses. Beaucoup d'idées donc pour ce week-end. Merci en tout cas d'avoir suivi cette hebdo-région. Il a été préparé en collaboration par les radios RCF et Fidélité des Pays de la Loire et présenté par RCF Vendée. À la semaine prochaine.